Des voix politiques sans intermédiaire. Transparence et vérité dans chaque discours. Abonnez-vous et restez connectés. Première réaction des oppositions d'abord à cette annonce-là. En quelque sorte, le débat sur les retraites, la porte est refermée ce soir par le président de la République. Oui, on se faisait guère d'illusions. C'est pas vraiment une surprise, mais enfin, ce à quoi on a assisté ce soir, c'est quand même un vaste. C'est quand même assez étonnant, surtout par rapport à ce qu'on appelle les micro-trottoirs qui ont été présentés au tout début de l'émission. Où vous avez interrogé une dizaine de Français. Le bilan était catastrophique quand on les écoutait. Et Emmanuel Macron, pendant 1h30 à 7h, se livre à un exercice d'auto-satisfaction. Enfin, tout va bien en France. Dette, déficit, c'est contenu, ça va aller mieux. La réindustrialisation, on est en marche. Pas tout à fait, puisqu'il dit on n'a pas l'argent. On n'a pas, en tout cas, ça manque, ça c'est sûr. Oui, ça on a remarqué. 1200 milliards de plus pendant ses 8 ans de quinquennat. 3400 milliards d'euros. On va emprunter 325 milliards sur les marchés financiers. J'arrête là parce que le bilan est catastrophique. En réalité, mais autosatisfaction quand même. Bravo. En réalité, ce que vous êtes en train d'avaler la couleuvre, ça me frappe. Il est en train de dire on ferme la porte des retraites et vous n'enchaînez pas directement là-dessus. Je vous donne la parole, mais l'autre opposition de gauche. Non, mais d'abord, ce soir, la question qui se pose, c'est quel est le sens de cette émission. C'est un président de la République disqualifié par les urnes, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et qui vient, au fond, faire quoi? Commenter. Parce qu'au fond, ce qu'il dit ce soir nous indiffère un peu, puisqu'il n'a pas les moyens de ce qu'il dit dans un sens comme dans l'autre. C'est pas lui qui décide, en réalité, des orientations de la politique. C'est les équilibres éventuels qu'on arrive à trouver au Parlement. C'est un quinquennat sans fin. Cette émission, on l'a vu 5 fois, 10 fois, cet exercice professoral d'autosatisfaction, cette idée qu'il n'y aurait pas d'autre politique que la sienne, que tous ceux qui sont contre lui sont contre la France. Je dois dire que moi, je commence à être un peu fatigué de tout ça. Sur les retraites, il y a des partenaires sociaux qui continuent de débattre, et c'est d'abord à eux qu'il viendra de décider ce qui en sera des retraites. Monsieur le sénateur. Que c'est facile de dans l'opposition. Que c'est facile de critiquer toujours. Que c'est facile d'avoir des solutions toutes faites. Que c'est facile d'avoir tout résolu avant le monde. Moi, je crois que ce soir, le président il est lucide et il n'a pas parlé comme d'habitude. Je le dis à Boris Vallaud, pour qui j'ai de l'amitié par ailleurs. Il a quand même parlé pendant 3 quarts d'heure de la situation internationale. Il s'est exprimé sur les problèmes en Ukraine, sur les problèmes à Gaza, sur les problèmes de paix dans le monde aujourd'hui. Et sur ces sujets, il a montré qu'il n'avait pas défailli. Il a montré qu'il avait toujours été à la manœuvre, qu'il avait parlé avec Poutine, qu'il a gardé le contact avec les Américains, qu'aujourd'hui il essaye de rassembler l'Europe. Personne ne revient sur le fait, d'ailleurs, on lui reprochait tellement de choses avant. Et qui lui reproche aujourd'hui le discours de la Sorbonne? Ce qu'il avait dit sur l'Europe en 2017, c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc moi, je ne dis pas que c'est un exercice pour rien. Pour le reste, il a raison de répondre concrètement. Comparer ce quinquennat avec d'autres quinquennats dans lesquels vous avez eu de grandes responsabilités, chers amis, est-ce que ces quinquennats ont connu les crises qu'il a connues? M. Sarkozy a connu une crise financière et M. Hollande a connu les attentats. Mais à côté, a-t-on connu les gilets jaunes? A-t-on connu le Covid? A-t-on connu l'inflation? A-t-on connu la guerre? Personne. Alors évidemment, on n'a pas réformé l'État comme on aurait pu le faire, mais malgré tout, je pense que le bilan est positif. Quels que soient les pouvoirs, a-t-on les moyens de ces ambitions? Dans quelques instants, restez avec nous, on découvrira l'enquête publiée par les Échos extrêmement spectaculaire sur l'état des finances publiques de la France, qui montre que les dépenses en France sont plus élevées que partout ailleurs, et c'est une clé que nous sommes en train de vivre. Mais d'abord, Natacha, sur ce premier constat, sur le fait que ce débat sur les retraites, qui était censé être un grand conclave, débat national, en réalité est déjà terminé. Enfin, ça... Tout le monde s'en doutait. On avait bien remarqué, a priori, que ça allait se passer comme ça. Non, ce qui m'a frappé surtout ce soir, c'est que, outre le débat sur les retraites, qui est en effet un débat sans fin, où on en revient toujours à cette question de est-ce que c'était une bonne manière de faire? C'était totalement démocratique, nous dit Emmanuel Macron, il n'y a aucun problème. Il y a eu un vote? Non, il n'y a pas eu de vote. Le 49.3, c'est formidable, c'est dans la Constitution. Bah oui, mais ça n'a jamais été pensé pour aller contre les citoyens. Donc, ça, on l'a vécu 200 fois. Le reste du temps, Emmanuel Macron est passé sur les problèmes comme l'eau sur les plumes du canard. C'est-à-dire qu'il a fallu 1h45 pour qu'il prononce le verbe « produire », mais jamais, à aucun moment, on ne se demande quelles sont les entraves réelles à une production en France. L'évocation des problématiques de droits de douane, c'est quand même extraordinaire, puisque Emmanuel Macron explique qu'on est en train de chercher à obtenir une ouverture du marché chinois. Mais bien entendu, Xi Jinping va ouvrir son marché, il n'y a aucun problème, il va même arrêter de subventionner ces entreprises, c'est certain. Emmanuel Macron, qui n'avait pas vraiment pris la parole depuis la dissolution, il s'était
tenu jusque-là, on pouvait attendre des orientations fortes pour les 2 ans qui restent. Il n'y en a pas eu ce soir. Je pense que les attentes étaient très fortes, notamment, c'est un sondage IFOP pour TF1 LCI qui avait montré des décisions sur la dette et sur le budget. Il n'y a eu aucune annonce. En réalité, Emmanuel Macron, ce que montre cette émission, c'est que, 1, il n'a pas changé, et 2, qu'il ne changera pas de politique. C'est ce qu'il nous a dit, ce qu'il a fait un plaidoyer. Effectivement, il n'a pas dit tout va très bien en France. Il a dit, j'ai essayé, à un moment, il a dit, mais j'ai fait le mieux que j'ai pu, en dépit des crises. C'est pas de l'autosatisfaction, c'est un plaidoyer pro domo pour sa politique depuis le début. Il n'a rien reconnu et j'ai peur que la déconnexion que les Français lui reprochent, elle n'ait pas aujourd'hui trouvé de réparation et la réhabilitation qu'il cherchait. Si on devait s'intéresser à Emmanuel Macron plus qu'aux Français quelques instants, j'ai peur que ce soit un peu raté. On n'a pas vu toute l'émission, Darius. Pas encore. On a vu celle à laquelle vous avez participé avec talent sur l'international et sur ensuite les questions, encore une fois, budgétaires sur lesquelles il était très attendu. Et pour l'instant, pas d'annonce de référendum. Et on viendra effectivement aux annonces de référendum, à la situation internationale, s'il y en a. Oui. Mais d'abord, attardons-nous un instant à la petite phrase, parce qu'au fond, la deuxième partie de la phrase qu'on met en titre est peut-être plus révélatrice. On n'a pas l'argent, un pays qui stagne, puisque ce sont les chiffres de la croissance. En réalité, ce que c'est la clé de tout, c'est annoncer quoi quand c'est un pays qui n'a pas effectivement de marge. Non, le constat qu'il fait, c'est quand même, il regarde un peu accabler son bilan. La situation financière, il en est le responsable. Il y a eu un certain nombre de crises dont personne ne dit combien. Le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, il le fait payer aux hommes et aux femmes, et beaucoup aux femmes, que nous avons applaudi à 20h. C'est ça la réalité. Et les efforts de justice fiscale, il ne les fait jamais porter sur ceux qui le peuvent. Le taux d'effort fiscal d'un milliardaire est inférieur à celui qui rentre dans la première tranche de l'impôt sur le revenu. Moi, je dois vous dire que j'ai écouté cette émission en me disant, mais je redis, quel en est le sens ? Il a mis le pays dans cette situation de crise chronique, politique et institutionnelle, de crise financière, de crise de confiance. Et en réalité, bon, si, il y a François Patriat, mais à part François Patriat, il y a juste Emmanuel Macron qui est content du macronisme aujourd'hui. Et donc je le dis, c'est un quinquennat sans fin et sans ressort, parce qu'en réalité, il a perdu le pouvoir, il a perdu la légitimité, il a perdu le pouvoir, il a perdu sa majorité, il a perdu la confiance du pays. Mais je voudrais juste revenir sur ce que disait Elisabeth Martichaud. Effectivement, il a dit on a essayé, un peu comme François Mitterrand a dit contre le chômage, on a tout essayé, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai essayé de faire de mon mieux face aux crises. Quel aveu de faiblesse. Non mais quand on analyse cette phrase, mais quel aveu de faiblesse. Il y a eu des crises. 8 ans Oui, mais tous les pays ont eu la Covid, tous les pays ont subi les conséquences de la guerre en Ukraine. Et sauf que, et ça a été rappelé dans l'émission, c'est la France qui s'en sort quand même le plus mal. Alors, parce qu'elle a le mieux protégé. Parce que vous allez me dire, c'est facile quand on est dans l'opposition de critiquer Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très facile. Monsieur Ballard, vu le bilan est tellement mauvais. Qui a critiqué l'excès de générosité pendant la lettre Covid? Est-ce que vous l'avez fait, sur les aides aux Est-ce que vous l'avez fait? Alors moi, je vais vous en essayer. Nous, on était pour renforcer les généreux avec les gens pour les entreprises et pas de distribuer de l'argent comme ça a été fait avec les prêts garantis par l'État. Renforcer, mais c'est important parce que c'est structurel en France. Par rapport aux entreprises allemandes, par exemple, on n'a pas assez de fonds propres. Il aurait fallu renforcer les fonds propres. C'était de l'argent public qui partait, mais au moins on avait des entreprises plus solides à l'arrivée. Parce que là, je peux vous dire que moi, dans ma circonscription, comme partout, maintenant, il faut rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État, et c'est une hécatombe. Écoutez le président de la République qui assume entièrement ça. Il dit, moi, j'assume complètement le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire le fait d'avoir été généreux. Et c'est vrai, un certain nombre de gens disent, il y a une forme de générosité de la France plus grande que d'autres pays, et il l'assume entièrement. Et puis, il y a le quoi qu'il en coûte, la crise du Covid. Je l'assume totalement. Mais on a protégé notre appareil productif, c'est-à-dire on a protégé les gens qui travaillent. Nos restaurateurs, nos entreprises, le chômage partiel. Et on a un peu fait ce que les Allemands avaient fait pendant la crise financière. La réalité, c'est que, oui, on a dépensé beaucoup d'argent, mais on a prévenu un chômage qui sinon serait tombé. Voilà, commentaire de nos éditorialistes là-dessus, le fait que, au fond, la France dit, c'est vrai, la France a été généreuse. L'État social, l'État-providence, comme on dit toujours, l'État-providence a été providentiel. En effet, et sur le coup, il fallait le faire, à ceci près qu'il fallait assez rapidement ne pas distribuer l'argent de façon inconsidérée, mais
pointer un petit peu plus, vérifier, et ça n'a pas été fait. Deuxième point, quand on regarde ensuite, évidemment, rien n'a été préparé sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on a fait des chèques, on a même continué très longtemps après la fin du Covid, alors même qu'il aurait fallu prévoir d'aider l'outil productif. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Ensuite, quand Emmanuel Macron évoque la crise de l'énergie en Europe, on a l'impression que ça tombe du ciel, qu'il n'y a aucune explication et que ça n'est absolument pas lié à l'absurdité de la tarification européenne de l'électricité. Évidemment, là aussi, on passe. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a choisi de ne pas se battre sur cette question-là, qui nous a fait perdre un avantage compétitif. Or, la crise économique aujourd'hui en France, elle est liée à quoi ? Elle est liée, et en Europe, au coût de l'énergie. Nous payons notre énergie 3 à 4 fois plus cher que les entreprises américaines. Le problème est là, c'est le premier problème. Et évidemment, on n'a pas agi là-dessus et on continue à ne pas agir puisque, en fait, les politiques qui sont mises en œuvre ne choisissent pas réellement le modèle énergétique, n'accélèrent pas sur la mise en œuvre du nucléaire. Bref, on pourrait continuer comme ça. Et quand on prend point par point, en fait, c'était ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des constats et ça a l'air de tomber du ciel. Mais d'ailleurs, François Patria, tout à l'heure, citait les crises qu'a affrontées Emmanuel Macron. Oui, la guerre en Ukraine, crise extérieure. Oui, la Covid, crise extérieure. Mais les gilets jaunes, c'est pas une crise extérieure, ça tombe pas du ciel, les gilets jaunes. C'est la conséquence de 20 ans d'absurdité d'un modèle social. Oui, d'un modèle économique. Sauf que c'est je termine, c'est la conséquence d'un modèle économique qu'Emmanuel Macron a soutenu, qu'il trouvait génial et qui ruinait les classes populaires et les classes moyennes. C'est ça la crise des gilets jaunes. Ce qui est vrai. Donc c'est pas tombé du ciel. Ce qui est vrai, c'est, je disais tout à l'heure, il nous a pas donné d'orientation forte sur les 2 ans. Il n'y a pas de réforme importante qui ait été initiée ou même encouragée ce soir, ce qui est inquiétant compte tenu de la... Manifestement, il faudra attendre la présidentielle de 2027 pour qu'il y ait des propositions plus intéressantes. Mais pour le coup, à ce stade, permettez-moi, je vais peut-être venir un tout petit peu au secours d'Emmanuel Macron. Et du mien. Non, c'est pas pour vous faire plaisir, François Patria. Merci. C'est parce que quand il dit j'assume tout, et il ajoute j'assume tout, et d'ailleurs c'est toujours son argument, on m'a pas demandé à ce moment-là, personne n'a défilé dans la rue pour demander à ce qu'on arrête les aides. Et c'est aussi un problème en France, quel que soit le président. Vous faites un référendum, est-ce que vous voulez faire des efforts? Les Français vous diront non. Est-ce que vous voulez que les autres fassent des efforts? Les Français diront oui. Et il faut aussi présider avec ça. Donc je ne dis pas que c'est une excuse, une explication, mais si parfois on ne rappelle pas aussi cette réalité-là, la France c'est compliqué, et Boris Vallaud, qui peut-être un jour va être président de la République, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas comment vous ferez, puisque vous. Il dit pas non, il dit je sais pas. Il dit pas non, c'est ça qui est intéressant. C'était pour vous, pour vous faire plaisir. Eh bien, c'est aussi ça la réalité. Juste au passage. Est-ce qu'il y a une dimension personnelle? Je vous laisse continuer dans un instant, mais juste parenthèse sur Emmanuel Macron. C'est un président qui a été réélu. Il ne faut jamais l'oublier. Il a été réélu, qui est quand même quelque chose dans l'histoire de la Ve République. Et pas de façon illégitime, comme certains veulent le dire. Mais voilà, il sera plus candidat. En tout cas, pas cette fois-là. Est-ce qu'il y a un petit fond de musique quand même où on se dit un tout petit désabusement. Quand il disait tout à l'heure, je suis pas le président de tout. Ce qui est vrai, le président de la République, c'est pas l'homme qui décide de tout dans l'économie, dans le social, etc. Rappelez-vous Chirac qui avait fait sensation à une époque en disant, en réalité, c'est faux, je peux pas tout décider. Et puis voilà, c'est la réalité. D'abord, c'est un président qui, avant même son élection dans ce second quinquennat, ne savait pas quoi faire de ce quinquennat. Il n'a pas fait campagne, il n'avait pas de projet, et du coup, il n'a pas eu de majorité. Il a gagné. La seule promesse il a gagné parce que nous avons, pour un certain nombre d'entre nous, voté au second tour de l'élection présidentielle pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire la République, de l'extrême droite. Voilà. C'est votre choix. C'est mon choix. C'est mon choix. Au premier. Oui, je pense que il était largement en tête au premier. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas se prévoir du suffrage universel pour dire mon programme a été adopté par les Français. Non, le Front républicain, d'une certaine manière, a fait son élection. Moi, j'ai pas voté pour la réforme des retraites. On élimine au premier tour. Au deuxième tour, on se rapproche du candidat dont on est le plus proche. C'est ça la réalité. Dont on était peut-être le moins éloigné face à la menace de l'extrême droite. C'est vous qui réécrivez l'histoire. Je ne réécris pas l'histoire. Je dis juste que quand il dit j'ai été élu pour faire la réforme des retraites, ça n'est pas vrai. Il n'a pas été élu pour faire la réforme des retraites. Ensuite,
Ensuite, personne ne lui a reproché de soutenir l'économie avec le quoi qu'il en coûte. Ce qu'on lui fait comme reproche, c'est aujourd'hui de faire payer la facture à ceux qui ont déjà les poches vides, ceux qui étaient sur les ronds-points. Ces hommes et ces femmes qui ont tenu le pays debout. Il faut que la valeur change de camp, qu'elle ne soit pas du côté des rentiers, des héritiers et des rémunérations extravagantes, mais du côté des classes populaires laborieuses. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une radicale reconsidération économique et morale des métiers du soin et du lien. Emmanuel Macron a évoqué, pour l'évacuer tout de suite, la question de la taxation des très hautes rémunérations. Pardon, mais les très hautes rémunérations, c'est peu de monde, mais ça peut rapporter pour les 15 prochaines années 400 milliards d'euros. Voilà de quoi financer notre modèle social et la solidarité nationale. Il n'augmentera pas les impôts. Oui, bien sûr, mais en fait, il le fait d'une autre manière. Il augmente l'impôt sur la vie. Il augmente l'impôt sur la vie des Français qui ont commencé tôt, qui ont eu des carrières hachées, des carrières et des métiers pénibles. C'est la réforme des retraites. Il fait un impôt sur la vie, c'est les économies qu'il fait sur la santé. Il fait des impôts sur le chômage, c'est la réforme de l'assurance chômage. Donc la réalité, c'est qui passe à la caisse. Qui passe à la caisse, en effet, pas ceux qui ont élu Emmanuel Macron, parce qu'il est le représentant de la France qui va bien. Tous les autres, ils ont besoin d'être soutenus. François Patria. Oui, j'entends ce discours. Néanmoins, qui est-ce qui a bénéficié de l'argent pendant le quoi qu'il en coûte? C'est tous les gens qui ont été payés. C'est tous les gens qui n'étaient pas au chômage, tous les salariés qui ont touché leur salaire chez eux, tous les gens qui ont pu rester, qui ont gardé leur pouvoir d'achat. C'est l'indexation qui est restée. Que vous parlez chaque année de dépenses. Par exemple, moi je suis pour une année blanche aujourd'hui. N'oubliez pas que l'indexation aujourd'hui sur les salaires sociaux et autres, c'est 25 milliards par an. Et on continue à avoir une indexation aujourd'hui, permet de ça. Quand vous dites que les gens sont laissés pour compte, il n'y a pas un pays qui indexe sur les retraites comme la France. Il n'y en a pas, je crois qu'il n'y en a que 2 en Europe. Donc, et expliquez-moi quand même, vous dites, effectivement, les gilets jaunes, c'est une crise interne, c'est vrai. Mais elle est le fruit, vous l'avez dit, de nombreuses années. Et quand il a fallu payer 19 milliards pour les gilets jaunes, souvenez-vous, les Français disaient tous, c'est pas assez, il faut le double. Et quand l'essence a monté, quand l'essence a monté, quand vous dites que la crise d'énergie a monté, quand le gasoil a monté, c'était pas le prix de l'électricité, c'est le gasoil qui est passé à 2 euros, de 1,20 €. Attendez, laissez-moi finir, je vous interromps pas. D'accord, c'était cela. Qu'est-ce que demandaient les Français? Le chèque, enlever la TVA, baisser les taxes, donnez-nous de l'argent pour l'essence. Tous les gens ont toujours demandé plus, c'est-à-dire que l'ingratitude aujourd'hui, elle vise ce qui coûte le moins cher. Ceux qui ont le plus demandé sont ceux qui aujourd'hui trouvent qu'on a trop dépensé. Et je trouve qu'en l'occurrence... C'est extraordinaire de parler alors, dans l'ordre, Philippe Ballard. L'ingratitude de celle pas en même temps. Philippe Ballard, je vous donne la parole. Moi, j'en avais beaucoup dans ma circonscription. Vous les souteniez? Oui, absolument. Mais les vrais, ceux du début, de novembre-décembre, pas les Black Blocs que vous avez laissés défiler dans les rues de Paris et casser les commerces, parce qu'en fait, in fine, ça vous arrangeait très bien. Ils se rebellaient contre la mondialisation. Allez, je vais faire très simple. Heureuse, et Emmanuel Macron est un des porte-parole, ça a été un apôtre de cette mondialisation. C'était des gens qui payent des impôts, des taxes, mais qui n'ont plus rien. Il n'y a plus de service public. Moi, dans ma circonscription, j'ai plus de service public. Et puis alors, on disait tout à l'heure, Emmanuel Macron est dans le constat. Alors oui, il est dans le constat, mais il faudrait peut-être penser quand même aux solutions. Quand on parlait du coût de l'énergie, effectivement, l'énergie est 3-4 fois moins chère aux États-Unis. Mais il faut sortir de ce mécanisme européen de fixation des prix. On ne sort pas du marché européen de l'énergie. On sort du mécanisme de fixation des prix. Et puis par rapport à la concurrence chinoise, il est en train ça y est, il a découvert l'eau chaude. Ah bah oui, les Chinois, ils n'ont pas les mêmes règles que nous en matière de fiscalité. Ah bah oui, absolument, c'est le mot magique. Bah oui. Et oui, il se couche devant Madame von der Leyen, Monsieur Macron. Il se couche devant l'Europe. Vive le libre-échange, vive la mondialisation, et tout ça, ça nous plante. Donc vous êtes contre on est pour le juste échange, et contre le libre-échange des bridés. Oui, ça je vous confirme. Je voulais réagir parce qu'au fond, je pense que François Patria a exprimé de façon finalement parfaitement limpide ce que Emmanuel Macron euphémisait largement. C'est finalement ceux que nous avons aidés qui revendiquaient le pouvoir, la possibilité de vivre dignement de leur travail. Et on a bien fait de le faire. Et on a bien fait de le faire. Serait ingrat. Non, pardon, ceux qui on a bien fait de le faire. Ceux qui sont ingrats, c'est ceux qui ne payent pas leur juste part de la solidarité nationale. C'est les multinationales qui consolident 40% de leurs résultats dans les paradis fiscaux. On avait bien fait de le faire. Oui, mais ne parlez pas d'ingratitude de ceux qui en ont bénéficié. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui en ont bénéficié, ceux qui en ont bénéficié aujourd'hui trouvent qu'on a trop donné. Je dis que c'est une forme d'ingratitude. Ils disent que c'est la solidarité nationale et la justice fiscale. Votre règle, c'est l'impôt. Votre dictionnaire. Messieurs, s'il vous plaît, regardez la très intéressante enquête des Échos qui va vous réconcilier, ou plutôt qui est à charge un peu pour tous les gouvernements successifs et tous les pouvoirs successifs, bien avant Emmanuel Macron, bien avant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Les finances publiques. Pourquoi les dépenses sont plus élevées en France qu'ailleurs? Et là, le différentiel entre la France et l'Union européenne est extrêmement spectaculaire. Il atteint aujourd'hui 8%, 7,9 points
de pourcentage donc en 2024 contre, c'était déjà 2,6 en 95, c'est-à-dire que toujours, ça s'est aggravé, mais ça s'est aggravé de manière continue à peu près depuis déjà 95, c'est-à-dire depuis l'ère Jacques Chirac. Déjà, en réalité, la France dépense beaucoup plus pour ses dépenses publiques. Voilà cette courbe qui parle, qui est tellement parlante. Et c'est pas la faute à truc ou à machin chose. C'est un mal plus profond. Beaucoup de dépenses sont socialisées. Beaucoup de dépenses sont socialisées. Donc, il faut comparer la même chose. Si vous additionnez les assurances privées aux États-Unis, les dépenses de santé. Mais là, c'est l'Union européenne. Là, la comparaison Union européenne. On pourrait faire la même chose au plan européen. C'est le pays qui socialise le plus et qui a du coup les écarts d'inégalité les plus faibles d'Europe. Il y a la question des dépenses, en effet, et on pourrait débattre sans aucun problème de tout le coulage qu'on peut trouver à tous les échelons, que ce soit dans certaines administrations pléthoriques, dans les collectivités locales. La réforme de François Hollande, par exemple, a été une catastrophe parce qu'elle a créé des doublons absurdes en ne servant à rien. Bref, on pourrait faire tout ça. Mais le véritable problème, il est dans les conséquences de la désindustrialisation de la France qui font que l'argent ne rentre plus. Pourquoi ? Parce que ce que nous payons, ce sont des années de chômage de masse dans l'indifférence générale, parce qu'on trouvait ça génial, on n'avait plus besoin d'industrie, ça allait être formidable, on allait faire du commerce. Le résultat, quel est-il ? On l'a cette semaine dans l'actualité. C'est-à-dire que pendant des décennies, la Chine fabriquait et la grande distribution faisait rentrer, et c'était bien, on était une économie de service. On est passé ensuite à la Chine fabrique, et c'est Amazon qui fait rentrer sur le sol et qui distribue. Alors là, on fabrique des entrepôts, c'est très bien, ça crée des emplois, des entrepôts. Et aujourd'hui, je termine ma phrase, aujourd'hui, on en est à la Chine qui fabrique, qui distribue également en manipulant grâce à des algorithmes. Donc, il ne nous reste plus rien. Mais même vous fuyez un peu la question, Natacha Polony, si je peux me permettre. Oui ou non, ce système-là qu'on voit là, où on voit que la France, de manière continue, encore une fois, c'est depuis les années 95, donc ça date, de manière continue, dépense plus, il y a plus de dépenses publiques françaises que tous ses voisins en proportion. Est-ce que ce modèle-là peut continuer, oui ou non ? On a gardé le modèle social tout en désindustrialisant. C'est ça l'hypocrisie. Il faudrait détailler quand on parle de dépenses publiques. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé. Mais j'arrête, l'immigration. Ça coûte combien la France, l'immigration ? Ce sont des dizaines de milliards d'euros. Donc dépenses publiques, mais c'est le totem. Vous savez, quand il y a eu le budget avec M. Barnier, il y a eu le budget avec M. Bayrou, on était allé à Matignon, vous présenter notre contre-budget. Alors il y avait notre plan de lutte contre la fraude fiscale, sociale, notre contribution au budget de l'Union européenne et l'immigration. Et là, tout de suite, oh non, là, on ne peut pas y toucher. Là, c'est fini. C'est le mot qui fâche, c'est le totem. Donc, quand on parle des dépenses publiques, on fait la ventilation et on regarde poste par poste où est cette dépense publique. Mais c'est sûr que 46% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB et 56% de dépenses, là, il y a un gros problème qu'il va falloir corriger d'urgence. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une chaîne, c'est un mouvement citoyen. Notre objectif est de documenter la politique de manière claire, accessible et sans manipulation. Si vous